Nous vivons à une époque qui nous incite franchement à exagérer. Il y a un plaisir certain à assister au grand cirque du mensonge. Où s'arrête l'autopromotion expressive et où commence l'imposture? C'est drôle comme tout peut être réduit à la dimension économique. Tout ce qui reste, c'est un homme qui a pris de l'argent. C'est incroyable qu'on puisse faire ça. D'un côté, il y a ceux qui trichent. Et puis il y a ceux qui ne sont pas du tout des imposteurs, mais qui se sentent tels. Je doute tout le temps. Je m'endors dans le doute, je me réveille dans le doute. Willy Cartier est mannequin, danseur, peintre, photographe et acteur. Comme beaucoup d'autres gens qui ont réussi, il doute de mériter vraiment sa renommée, ce qui est typique du syndrome de l'imposteur. May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose. Cette idée d'avoir le syndrome de l'imposteur, je me suis dit, il faut que j'arrive à justifier à moi-même que ce que je fais, ça a du sens. Willy Cartier est chez lui à Paris. Mais malgré son succès, la ville ne lui facilite pas toujours la vie. Quand on est artiste, créatif, et qu'on a de l'ambition et qu'on se donne le droit de rêver grand, bizarrement, on se sent mal compris chez soi. Il m'est arrivé souvent d'être beaucoup mieux compris et accueilli en dehors de Paris, comme aux États-Unis ou en Asie. Au contraire, quand je suis à Paris, c'est plus terre à terre et plus, je dirais, il y a plus de complexe. Enfant, il veut déjà devenir artiste, être créatif. La mère de Willy est danseuse, son père peint, écrit et travaille à l'Opéra de Paris. Me retrouver tous les soirs au backstage de l'Opéra Bastille, avoir mon père sur le moniteur. Et puis pareil, ma mère, de l'accompagner en répétition, de l'accompagner, d'être toujours à l'attendre backstage et de la voir sur scène. Il y avait de tout, il y avait des drag queens, des artistes du cirque. Et j'avais 5 ans, quoi. Donc effectivement, c'est un contraste énorme. Parce qu'ensuite, j'allais à l'école. Je savais très bien, sans comprendre vraiment, mais je le sentais, que je vivais dans un monde complètement différent. Et du coup, forcément, ça a eu un impact dans mon caractère et dans ma manière d'être, parce que je ne comprenais pas que je me prenais des claques tous les jours, de différences sociales et culturelles. Ses parents artistes sont ses modèles, il voudrait leur ressembler, ce qui crée une pression énorme. Enfant, il était timide. Se présenter en public lui demande beaucoup d'efforts. À un moment donné, il ose participer à des castings et décroche ses premiers rôles au cinéma et à la télévision. Alors je vais te laisser crever dans ton trou. Le succès arrive quand il a 17 ans. Il perce comme modèle. Il est donc apprécié, mais pas pour ses performances, plutôt pour son apparence. Il travaille avec les photographes, les designers et les marques de mode les plus célèbres du monde, comme Givenchy ou Karl Lagerfeld. C'est à cette époque qu'il commence à avoir le sentiment de ne pas mériter ce succès. Karl Lagerfeld disait souvent qu'il était une caricature de lui-même. Et ça m'a, même si j'avais que 22 ans, ça m'avait tout de suite parlé. Parce que je pense que quelque part, on est toujours un peu une caricature de soi-même. Et je pense que même si on me croise aujourd'hui, il y a de fortes chances que
que quelque part, je sois dans un personnage. Fort et sûr de lui, c'est une apparence. J'ai été silencieux et introverti pendant des années. Et effectivement, il y a eu ce moment pendant mon adolescence où je me suis dit que c'était pas moi, que ce que je me laissais être, donc être un spectateur, c'était pas la direction que je voulais prendre et que ça me ressemblait pas. Je pense que très tôt, début de ma carrière de mannequin, il s'est passé tellement de choses d'un coup. C'est-à-dire que le petit qui vient d'Aulnay-sous-Bois, qui se retrouve à être à New York, 17, 18 ans, sans parler un mot d'anglais, et à faire des choses qui, à ce moment-là, n'avaient pas encore vraiment de valeur pour moi, et de rentrer à Paris et d'avoir le retour des gens qui, tout à coup, me traitaient comme quelqu'un de cool, qui me donnait une sorte de crédibilité que j'ai acquis d'un coup. Très vite, je me suis dit où est mon mérite, effectivement. Qu'est-ce que j'ai réellement fait. Ouais, comme ça. Plus la gloire et le luxe dont l'entoure le monde de la mode augmentent, plus le sentiment de jouer un rôle et la peur de l'échec s'intensifient. Je m'approche un tout petit peu. À place. Donc il fallait que je développe une sorte de compréhension et d'affinité envers le métier de la mode et de faire du mannequinat. Willy Cartier tente de trouver le sens de ce sentiment d'imposture. Il s'informe sur l'industrie de la mode. Il prend conscience qu'il ne s'agit pas seulement de la représentation de gens beaux et d'objets luxueux. Derrière un éditorial, il y a entre 8, 15, 20 personnes qui ont travaillé pendant des semaines pour créer une vision. Une vision qui va inspirer des milliers de personnes à l'international. Donc tout à coup, en redonnant de la forme et de vouloir créer de la profondeur, eh bien, on découvre qu'il y en a une, si on l'accepte, bien sûr. C'est à cette époque qu'il entreprend lui-même un travail artistique. Il photographie et surtout il peint. Il veut se prouver et prouver aux autres qu'il est capable de créer quelque chose. Prendre la décision de me remettre au dessin et à l'art et à faire de la peinture, c'était pour répondre à une demande que j'avais en moi depuis des années de mais réellement qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai en moi à part ces images de mon visage et de mon corps. Ça a été révélateur pour moi de faire de la peinture et à pouvoir me transcender et transmettre ce que je suis et ce que je ressens sur une toile. Une galerie parisienne expose ses tableaux. Puis c'est New York. À première vue, c'est un succès, mais est-ce une solution à son problème ? Car chaque nouvelle activité risque de susciter de nouveaux doutes. À l'été 2025, il fonde une marque de mode et de design qui porte son deuxième prénom, Jacques Cartier. Moi, je vois beaucoup les choses comme une palette. Et mon père m'a toujours dit que c'était le plus important, c'est de commencer, mais surtout de terminer quelque chose. Et j'espère que j'aurai appris assez pour commencer et terminer autre chose après. Tu vois. Je doute tout le temps. Je m'endors dans le doute, je me réveille dans le doute. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette force en moi de toujours continuer à explorer, à apprendre, à tester. Il y a des artistes qui ont le sentiment d'être des imposteurs. Il y en a aussi qui finissent devant les tribunaux. Jens Hanning, par exemple. Il y a quelques années, cet artiste conceptuel danois était présent dans les médias du monde entier. La raison ?
une somme équivalente à environ 70 000 € qu'un musée avait mise à sa disposition et qu'il avait tout simplement fait disparaître dans le cadre d'une action artistique intitulée « Take the money and run ». Artistic genius or con artist. This is such a crazy story. I efteråret lånte kunstneren Jens Haaning over 500.000 kroner af museet Kunsten til et nyt værk. The cash was supposed to be placed inside these frames. The artist Jens Haaning gave the museum 2 blank canvases. Take the money and run. He's a crook, he's a thief. J'ai entendu parler de lui aux informations et de cette histoire, et j'ai beaucoup ri. Puis j'ai entendu Jens dans une émission de radio où il criait sur les animatrices et discutait avec elles de tout et de rien. Et je me suis dit, bon, c'est une histoire vraiment drôle. Une histoire qui n'a pas quitté l'esprit du réalisateur danois, Ole Juncker. Pendant 3 ans, le documentariste a suivi l'artiste afin de découvrir ce qu'il était exactement advenu de l'argent et pourquoi. Le parcours de Haaning, vers cette renommée douteuse d'escroc, commence par une commande du musée d'art moderne Kunsten d'Aalborg. Pour une exposition, il veut coller ce qui est le salaire annuel moyen au Danemark et en Autriche dans des cadres. Pour cela, il a besoin de plus de 500 000 couronnes danoises, mais il ne les a pas. Le musée lui prête l'argent, mais presque aussitôt, Haaning change de concept, il garde l'argent et envoie au musée les cadres vides. Ils m'ont demandé de créer une œuvre sur les raisons pour lesquelles nous allons au travail et sur nos conditions de travail. Et je me suis dit, j'ai vraiment un boulot de merde, je dois fournir de l'argent pour aller travailler, ce n'est pas viable. Et c'est là qu'est né Take the Money and Run. Jens Haaning est un artiste très connu dans la communauté artistique, non seulement au Danemark, mais aussi internationalement. Jens Haaning is one of the most significant and critically acclaimed artists of his generation. De renommée internationale, Jens Haaning a participé, entre autres, à de nombreuses expositions collectives. 9e Biennale d'Istanbul, 2005, Whitney Museum of American Art, 2004, Documenta 11, 2002. Mais c'est un artiste conceptuel. Ses œuvres sont donc difficiles à vendre, sans doute. Jens Haaning graver et hul på en kubikmeter i et parcelhuskvarter i Herlev og får den danske jord transporteret til Nigeria, hvorved det afrikanske kontinent bliver en kubikmeter større. L'une de ses œuvres consistait à prendre 20 pigeons en Albanie, à les mettre dans des boîtes en carton, à les transporter en Grèce et à les libérer. Je pense que c'était un commentaire sur la migration et sur ce qui est légal et illégal. Mais ce qui était à vendre, c'était les boîtes avec du caca de pigeon dedans. Je suppose que peu de gens ont envie d'avoir des boîtes en carton pleines de fientes de pigeons dans leur salon. J'ai ici des œuvres d'art d'une valeur de 80 millions de couronnes. Mais je n'ai que 500 couronnes dans mon portefeuille. Imaginez que quelqu'un en achète seulement 1/100. J'aurais 800 000 couronnes dans ma poche. Pour le film Take the Money and Run, Ole Juncker suit Jens Haaning pendant 3 ans. Ils vivent tous deux à Copenhague. Le musée Kunsten, qui veut bien sûr récupérer son argent, a poursuivi Haaning en justice. Mais lui a tout dépensé depuis longtemps pour acheter une maison sur une île. Et là, ça devient vraiment aberrant. Le galeriste de Haaning veut vendre les cadres vides chez Sotheby pour plusieurs fois le montant de l'argent volé au musée. You and me will get a lot of money, eh? I think there will be a lot of people interested in the work. It will be easy for the auction house. I think it can go crazy. And what is crazy, eh? Several million. $1 million. $1 million, huh? No, I think it can go. Yeah, it can also go for more.
The well price will be there. Yes, sir. La vente aux enchères des cadres vides n'aura pas lieu. Ils sont retenus en otage par le musée, qui veut d'abord récupérer l'argent volé. La situation est bloquée, et Hanning ne voit d'autre issue que de maintenir que le vol était une action artistique. Mais s'agit-il vraiment d'art ? Personnellement, je pense que c'est une grande œuvre d'art parce qu'elle était réalisée par un artiste, c'est déjà un critère. Ensuite, elle est exposée dans un musée. Et pour moi, le plus important, c'est qu'elle fait parler et réfléchir les gens. Jens m'a dit plusieurs fois que sa mission en tant qu'artiste était d'amener les gens à faire une pause de 3 ou 7 secondes par jour et de réfléchir à la vie. Ole Juncker continue d'accompagner Hanning, qui calcule désormais non pas combien il doit au musée, mais combien le musée lui doit, car l'intérêt de la presse mondiale a apporté une célébrité imprévue et soudaine au musée uniquement grâce à son œuvre. Mais le dit musée le poursuit en justice et gagne. Hanning ne sait pas encore que le musée finira par lui acheter son œuvre. J'ai calculé combien le musée me doit rien que pour les droits photos. 26 464 285 couronnes, 3 500 000 euros. Quand l'argent est finalement déclaré comme de l'art, sa valeur change. Et Hanning a une nouvelle idée. Il vend la somme de son vol, billet par billet. Des billets de 1000 couronnes. Bien sûr, ce ne sont pas les billets originaux. Il les vend comme s'il s'agissait d'une édition numérotée, 1 sur 532, etc. Et en plus, il dit, bon, et si je finis par vendre tout, les 532, je continuerai à vendre. Tout ça fait simplement partie de l'œuvre qui reste une arnaque. Une arnaque, une farce géniale ou du grand art? Peut-être que je vais le garder. Quelle est la différence entre un cadre vide dans un musée danois et une banane collée au mur? La différence est une somme de plus de 6 millions de dollars pour une œuvre d'art éphémère dont le concept, mur blanc, banane, ruban adhésif argenté, est strictement protégé par le droit d'auteur. Comedian est le nom donné à la banane qui a été mise aux enchères en novembre 2024 par la célèbre maison de vente Sotheby's à New York. Escroquerie? Imposture peut-être? Et si oui, qui est l'imposteur? Maurizio Cattelan, l'artiste? Ou alors le monde de l'art complètement déconnecté de la réalité? Pour moi, quelqu'un comme Maurizio Cattelan est un génie de l'imposture. Et ce, dans le meilleur sens du terme. C'est pour ainsi dire une farce collective à laquelle tout le monde participe. Une imposture qui serait juste une farce? Peut-être. Quoi qu'il en soit, cette vente aux enchères est un formidable coup de pub, tant pour l'artiste que pour la maison de vente. La banane revient à un milliardaire en crypto. Une valeur fictive, achetée avec une monnaie difficile à comprendre. En fait, c'est tout à fait dans le ton. De plus, l'acheteur a mangé la banane, un acte qui est comme un symbole de statut social. Maurizio Cattelan crée donc des objets qui mettent en évidence cette vacuité de l'art. La philosophe Ariadne von Schirach écrit sur le narcissisme, l'art et les débordements parfois bizarres du marché de l'art. Une autre œuvre de Maurizio Cattelan entre dans cette catégorie. America, les toilettes en or.
C'est un tel gaspillage, un tel manque de goût et réalisé de manière si exquise. J'ai toujours l'impression qu'il y a vraiment ce genre de toilette en or chez quelques personnes très riches pour leur usage domestique. Voilà, quand la morale s'effondre, les dorures envahissent le décor. C'est ce que nous observons actuellement. Notre époque nous incite à exagérer, et de toutes sortes de manières. Les réseaux sociaux notamment installent une atmosphère de compétence universelle sans effort. Et bien sûr, rien que le fait d'essayer de répondre à cela est sans cesse voué à l'échec. L'imposture et le syndrome de l'imposteur vont de pair. Une grande partie du processus artistique consiste à douter de soi-même. Je ne sais pas si cela relève du syndrome de l'imposteur, mais c'est très sympathique, bien sûr. Mais c'est aussi un peu vaniteux. Lady Gaga, Emma Watson, Tom Hanks et Justin Bieber sont des stars mondiales. Et pourtant, ils ont tous déclaré publiquement souffrir ou avoir souffert du syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on peut vraiment prendre cela au sérieux ? Les personnes qui pêchent par modestie le font généralement pour attirer l'attention. Je ne me fie pas aux gens qui minimisent leurs capacités. Je crois aux personnes imparfaites, qui font des efforts et qui le montrent ouvertement. Personne n'est exactement celui qu'il semble être. Tout ça est inhérent à l'être humain. La vérité et le mensonge, le narcissisme et la vulnérabilité. Et quand on est artiste, on doit travailler avec. Ce qui aide, c'est la constance. C'est-à-dire accepter ses bons et ses mauvais côtés, mais chaque matin se remettre au travail. L'art est toujours une expérience de conscience. Oui, on doit s'accepter comme quelqu'un qui échoue. Nous vivons tous dans nos rêves, dans notre imagination, dans nos illusions. Nous nous mentons tous constamment. Nous nous élevons grâce à des idées qui parfois se réalisent, parfois non. Nous avons tous cela en commun. Et en même temps, nous pouvons tous nous demander pourquoi nous faisons telle ou telle chose. Est-ce judicieux? Est-ce nécessaire? Et cela est commun à l'art et à la vie ordinaire. Je pense vraiment que tout le monde en passe par là. Parfois, une banane suffit pour démasquer nos illusions et nos mensonges. Et si ça donne une œuvre d'art, tant mieux. Pendant la pandémie de Covid, le monde que nous connaissions a été remis en question. Et durant cette période, l'artiste Betty Mu a rendu accessibles les musées fermés de Munich en permettant au public de voir les œuvres. Betty Mu n'est pas un imposteur, mais elle nous fait croire à une réalité qui n'existe pas. Cette promenade dans le quartier des Arts a permis aux gens de découvrir la culture à un moment où tout était fermé. Pour moi, ça a été passionnant, car j'ai eu la possibilité de projeter l'intérieur des musées sur différentes façades. On peut tout créer avec un projecteur. On peut faire fleurir une façade qui ne ressemble à rien et transmettre quelque chose. On peut montrer, on peut raconter quelque chose aux gens, raconter une histoire. Projeter des images animées sur des bâtiments avec le mapping vidéo. Cet art particulier de l'illusion est en vogue dans le monde entier. J'aime beaucoup mettre en œuvre des éléments un peu ludiques. Par exemple, lorsque nous avons créé les visages qui apparaissent sur la façade, qui clignent de l'œil ou regardent les passants dans la rue. Il y a toujours ce petit clin d'œil qui fait naître le sourire.
C'est comme un écran, mais incroyablement grand. Un bâtiment aussi immense, c'est tout autre chose qu'une affiche accrochée au mur. Et c'est vraiment, vraiment génial. Pour son projet Hey Sister, à Cincinnati, Betty Mu a recouvert la façade d'un gratte-ciel avec les portraits de 13 artistes féminines afin d'accroître la visibilité des femmes dans le milieu artistique. Elle-même préfère rester dans l'ombre, bien qu'elle compte depuis des années parmi les artistes médias allemandes les plus reconnues. Elle utilise et explore la vidéo, la réalité augmentée et désormais aussi l'intelligence artificielle. Et au-delà de cette technologie, elle puise son inspiration dans la vie quotidienne, chez elle. J'ai vu le miroir qui reflétait mon armoire. Il n'y avait que quelques vêtements qui s'y reflétaient. C'était si génial que je l'ai immédiatement photographié. Ça, c'est devenu une source d'inspiration pour moi, par exemple. Ses œuvres représentent souvent des plantes, des fleurs, des formes organiques. En partant de photos et de vidéos de plantes réelles, elle crée une nouvelle botanique artificielle. Des illusions d'optique où le spectateur ne distingue plus la réalité. Une exposition à la Künstlerhaus de Munich montre comment elle joue avec les apparences. Quand je veux réaliser une installation dans un espace, je commence par réfléchir à ce que je veux y mettre. Quelles sont les exigences pour cet espace? Quelle est sa taille? Il faut qu'il soit sombre. Ensuite, je me dis, bon, je veux mettre quelque chose en mouvement. Comment est-ce que je peux faire? Avec une projection, par exemple? Je peux peut-être aussi créer de véritables turbulences, par exemple avec du vent. Et peut-être que je peux combiner les deux. Alors j'essaie. Comment le film plastique flotte-t-il? Quel type d'animation pourrait convenir? Les visiteurs de ces expositions se laissent volontiers abuser. Tu prends la tablette avec l'application et tu passes d'une image à l'autre, c'est-à-dire d'une grande image à une autre grande image. Et chaque image que tu déclenches active un nouvel élément qui apparaît ici dans la pièce. Tout bouge autour de toi. Les traînées tourbillonnent et tu donnes vie à l'espace. Les images se développent, des éléments de chaque image réapparaissent au centre, dans l'espace liminal, pour ainsi dire. Et tu as la possibilité de voir des parties de certaines images transposées dans un univers totalement nouveau et de les traverser. Un nouvel univers qui peut être découvert non seulement dans des expositions, mais aussi à domicile grâce à une application. Je suis heureuse de vivre à cette époque et de pouvoir jouer avec ces choses. Cela nous permet de continuer à réfléchir et d'aller encore plus loin dans notre art tel qu'on le connaît. L'art vit de l'illusion, de la tromperie, parfois même du mensonge. Car le bon côté des choses, c'est que l'illusion peut servir, non pas à nuire aux autres, mais à révéler des vérités cachées. Les artistes travaillent avec ces contradictions. Pour moi, un imposteur, dans le meilleur des cas, c'est quelqu'un qui se surestime pour aller plus haut. Il y gagne une vue d'ensemble qu'il partage ensuite avec les autres lorsqu'il redescend, car nous devons tous redescendre.